Bonjour Alice Camille, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier épisode de notre podcast. Pour poser rapidement le contexte, on va être ensemble pendant une trentaine de minutes à peu près. Et l'idée, c'est d'échanger autour d'un grand thème et d'une grande problématique qui te ressemble, qui t'anime au quotidien et à laquelle tu peux être confrontée dans ton métier d'entrepreneuse. L'idée, c'est d'échanger sur comment on réussit en tant qu'entrepreneuse à associer sa volonté d'entrepreneuriat et l'engagement RSE qu'on peut avoir envie d'amener au quotidien dans son métier. Est-ce que tu es prête à démarrer ce podcast ? Absolument. Ok, super. Allez, c'est parti. Donc, tu es Alice Camille Lion, tu es la fondatrice de l'entreprise ADCOM Events, donc une agence qui est basée sur la Côte d'Azur et c'est une agence de communication et d'événementiel. Évidemment, tu me dis si je me trompe. Donc, l'ambition de ton agence, c'est de créer des événements locaux avec beaucoup de culturel et en entrelaçant différentes formes d'art. Vous proposez un service de community management, aussi de création d'identité visuelle. Voilà un petit peu le résumé de ton parcours si on faisait une photo à l'instant T. Est-ce que tu veux compléter un petit peu cette présentation, nous parler de toi, de ton parcours qu'est-ce que tu aurais à dire sur toi ? Alors tout simplement, c'est vrai que moi j'ai eu la chance, je fais partie des personnes qui ont trouvé directement le métier qu'elles souhaitaient. En fait, c'est tout simple, j'ai fait ce que j'aimais, ce que j'étais, et ça a donné du coup l'organisation d'événements. Donc j'ai commencé avec une licence en chef de projet événementiel. Ensuite, je trouvais qu'il me manquait un peu de bagage en communication. Du coup, j'ai fait un master en communication. Et après, je suis partie dans un master de manager de la transition écologique. Ok, ce pivot à un moment donné sur ce deuxième master en transition écologique, comment est-ce que ça a été venu ? Comment est-ce que ça s'est profilé ? Est-ce que tu sens que tu as toujours eu quand même cette âme un petit peu engagée ? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure des rencontres que tu as pu faire, peut-être d'un constat global ? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce pivot ? Parce que bon, deux ans en plus de master, c'est pas rien. C'est quand même assez conséquent. Donc, Oui, c'est vrai. En fait, ça m'est un peu tombé dessus. C'était lors de ma rentrée de ma deuxième année de mon premier master, donc en communication. Mon directeur m'a dit qu'il ouvrait une nouvelle école, Green Management School. Et en fait, tout de suite, je me souviens avoir regardé mon ami et lui avoir dit j'ai pas fini mes études, c'est bon, c'est pas la dernière année. Et du coup, j'ai enchaîné sur ça. Et là, du coup, je suis en dernière année, normalement, d'études. J'arrête, promis. Après, on sait jamais, il va peut-être y avoir autre chose. S'il y a peut-être une autre école qui s'ouvre ou quelque chose à tout moment, je repars sur quelque chose. Exactement. Mais voilà, après, c'est vrai que j'ai toujours été, même petite, je sais vraiment pas d'où ça m'est venu, mais peut-être le fait d'être beaucoup à la montagne ou, je sais pas, d'habiter sur la Côte d'Azur, j'ai toujours eu cet engagement et l'impression que voilà, c'était un sujet majeur d'aujourd'hui, quoi. Ok, super. Pour rentrer un peu plus en détail dans les actions que tu mets en place pour répondre un peu à cette problématique, aujourd'hui, ton agence de com, si tu devais la résumer, qu'est-ce que ce seraient les points qui la définissent le plus Moi, je pense qu'il y a vraiment 3 points. C'est vraiment nos 3 valeurs fondamentales. C'est du coup l'art dans toutes ses formes, l'émotion qu'on veut donner aux personnes qui viennent à nos événements et l'écologie. Donc après, pour moi, quand je parle d'écologie, on parle de protection de la nature, mais il y a aussi tout le côté RSE, donc le bien-être au travail, toutes ces choses-là qui font partie intégrante. Oui, tu englobes. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler d'écologie quand on veut parler d'engagement de manière générale, mais oui, tu englobes tout l'aspect social, enfin voilà, tout, on met de l'humain aussi au cœur de l'écologie. Je pense que les deux c'est obligé qu'ils soient ensemble, et je pense que déjà quand on a un engagement écologique, forcément il y a le côté humain qui intervient dans les entreprises en tout cas. Et puis on va pas se mentir que l'écologie, on le fait aussi pour sauver la planète, mais on le fait aussi beaucoup pour se sauver nous finalement, puisque on est les habitants de cette planète, donc forcément l'humain est indissociable de l'aspect écologique. Après, il y a forcément dans la RSE des moyens de
mettre l'humain un peu plus au cœur et d'avoir des engagements. Et on va en parler tout à l'heure. On a eu un échange en off qui était très chouette sur ce que vous mettez en place et où ça prend vie dès le début. Tu me disais qu'à la base, c'était une association que vous aviez créée, Exactement. que tu avais créée, c'est ça? Oui, ça c'est venu en fait d'un projet d'école. C'était une année un projet. Et du coup, on devait soit intégrer un projet de d'autres personnes, soit choisir un de l'école, soit créer son propre projet. Et c'est vrai qu'avec ma cousine, on avait eu cette idée de faire un événement à la montagne, en plein hiver. Ok. Et je me suis dit, ouais, peut-être un peu Très trop ambitieux. pour le début, mais c'était vraiment chouette. Et en fait, du coup, voilà, j'ai lancé ce projet, j'ai créé mon équipe et j'ai rencontré du coup Dylan Monet qui est maintenant avec moi, qui est mon collaborateur direct pour l'agence. Donc l'association, elle a vécu combien de temps en tant que telle, en tant qu'association? Elle a vécu 2 ans. Bah, après, ça a été très compliqué avec le Covid et tout ça. Vraiment, l'événementiel, ça a été particulièrement touché. Bien sûr, d'autres domaines aussi. Mais c'est vrai que du coup, rien que pendant 2 ans, finalement, on n'a pas pu faire grand-chose parce que voilà, il y avait les restaurateurs qui avaient peur, parce que nous, on aime beaucoup faire des événements dans les bars et les restaurants. Et c'est vrai que voilà, ça a été tout compliqué. Et là, du coup, ça fait depuis cet été qu'on a, qu'on a lancé l'entreprise. Ok, alors la transition association-entreprise, comment est-ce que tu ressens ça? Enfin, Un gros saut dans le vide. ouais. Mais c'est... En fait, j'ai l'impression que ça fait aussi peur que c'est excitant. Ouais. Donc, en fait, ça compense. Et en vrai, de toute façon, c'est ce que je veux. C'est ce que mon collègue veut aussi. Donc, en fait, on avait juste à sauter. Et puis, on verra si on arrive à nager. C'était une évidence Ouais. au vu de ton parcours. Donc, on va parler pas mal d'entrepreneuriat comme on le fait depuis le début de ce podcast. Je ne sais pas si tu le sais, mais Innov, l'école où on tourne ce super podcast, propose une filière entrepreneuriat. Et c'est vrai que donc moi, tout au long de mon parcours, et c'est ce qui ressort énormément des personnes qui sont dans ces filières-là, il y a beaucoup je ne sais pas si on peut appeler ça un cliché, mais il y a beaucoup cet état d'esprit où si tu n'as pas une âme d'entrepreneur, si c'est pas au fond de toi, au plus profond, que tu le portes presque depuis toujours, où tu crées des choses déjà en étant enfant, ou voilà, où tu as cette vocation-là, en fait, c'est pas quelque chose qui s'apprend sur les bancs de l'école et c'est difficile d'être un bon entrepreneur, j'ai presque envie de dire, si ça fait pas partie intégrante de ta personnalité. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que au contraire, pour toi, ton parcours prouve totalement le contraire et montre qu'on peut vraiment partir d'un simple projet d'école finalement pour derrière avoir envie de faire de l'entrepreneuriat et peut-être de grandes choses? Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été finalement une petite souris. J'aimais beaucoup me cacher. Mais en fait, non, j'étais pas du tout faite pour être entrepreneur. Mais j'ai eu l'envie. Et en fait, mes études m'ont appris à avoir plus confiance en moi, à oser parler. Là, on m'aurait dit ça il y a 7 ans maintenant. Jamais j'aurais été ici. Mais en fait, je pense qu'il faut apprendre à avoir confiance en soi, que ce soit grâce aux études ou juste à un travail personnel. Et ensuite, se dire que c'est possible. Donc oui, il y a des personnes qui, je pense, vont plus facilement y arriver. Je pense qu'ils ils peuvent avoir cette fibre, cette chose. Mais c'est pas impossible aussi pour des personnes qui, avant, étaient timides, ne savaient pas parler en public, n'y connaissaient rien. Parce que moi, je sais que, par exemple, tout ce qui est business, tout ça, alors déjà, je m'intéresse pas du tout. Mais mon collègue non plus. Donc en fait, on est obligés, finalement, tous les deux d'apprendre en fait. Et voilà, moi je pense que tout est possible à n'importe quel moment. Et par contre, voilà, il faut s'enrichir, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'apprentissage, même si c'était pas notre vocation de base, mais c'est possible. C'est ça, je pense que, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que, en tout cas, je le ressens comme t'es pas entrepreneur, mais si à un moment donné tu trouves un sujet qui t'anime et qui te passionne profondément, tu peux devenir entrepreneur sur ce sujet-là. Et en fait, et si tu as aussi l'amour d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, en fait, finalement, c'est un métier où tu apprendras toujours tout un tas de choses. Enfin, je prends des exemples un peu basiques, mais tu apprendras à faire de la comptabilité, tu apprendras à faire du commercial pour vendre ton projet, tu apprendras à parler en public, tu apprendras peut-être même à créer des produits si tu montres un business où tu vends du produit au-delà du service. Donc, peut-être avec de la soif d'apprendre et un sujet vraiment qui te passionne, finalement, cette âme d'entrepreneur, elle peut venir, même si à la base, tu ne te sentais pas forcément prédisposé à le faire. Oui, totalement. Et je pense que c'est le côté passion
je pense que on peut pas bien réussir une chose, même si on a les meilleurs diplômes, les meilleures capacités, s'il n'y a pas un minimum de passion et d'émotion et d'engagement dans ce qu'on fait. C'est très beau de créer un business, mais si ça te donne pas envie de te lever le matin, vaut mieux laisser tomber, trouver vraiment la chose qui nous fait plaisir, quoi. Ouais, qui t'animera. En parlant de ce qui peut animer, en tout cas sur le long terme, comment tu vois l'agence dans quelques temps? À quoi t'aspires? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour votre projet? Et voilà, dis-nous tout. Eh bien, beaucoup de choses. Non, c'est vrai que quand on travaille avec mon collègue, on travaille tous les deux. Et c'est vrai que des fois, on gère un peu les galères, parce que là, c'est vraiment le début, donc c'est compliqué. Il faut qu'on se fasse un nom, il faut qu'on ait une certaine légitimité même aussi qu'on ait l'impression d'être légitime à travailler, à proposer. Syndrome de l'imposteur, exactement. Est très présent, c'est ce qui revient beaucoup. C'est ça. Et en fait, au final, je sais pas, c'est faut y aller et après tout ira bien, quoi. On est bon. Tout ira bien. Donc tout ira bien. Assez optimiste pour la suite de. On a envie, on aime ce qu'on fait, donc nous souhaiter que tout aille bien et qu'on reste surtout aussi passionné qu'on l'est maintenant. Qu'on soit pas c'est le plus effectivement, c'est le plus important. Je reprends une phrase qui était notée sur ton site et qui est que vous êtes des acteurs pour aujourd'hui et demain et que vous incorporez une forte valeur écologique à vos projets. Alors forcément, cette phrase m'intéresse beaucoup puisque au-delà de l'entrepreneuriat, on parle pas mal de RSE. Comment ça se concrétise, comment ça se matérialise au quotidien, ou en tout cas, même si ce n'est pas au quotidien, dans les événements que vous pouvez créer, dans les partenaires que vous pouvez peut-être solliciter. Il y a beaucoup de local dans ce que vous faites. Donc, comment est-ce que ça se concrétise ? Alors déjà, nous, ce qu'on a envie, c'est de promouvoir des artistes locaux. Donc déjà, c'est quelque chose, c'est s'ancrer dans le territoire. Après, il y a différentes choses concernant ces sujets. Après, ça peut ne pas forcément se voir, mais par exemple, nous, quand on a décidé de créer cette agence, de transformer l'association en agence, on a choisi de faire 50-50. Donc en fait, ça déjà, ça amène un peu de nouveauté dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, parce qu'on part déjà sur des bases saines, il n'y a pas de la personne est au-dessus de moi ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans un mood de travail, une équité totale, où vraiment on est à chacun à notre place. Il n'y a pas la peur d'être inférieur, de ne pas pouvoir donner ses décisions. Donc en fait, ça déjà, ça fait partie, finalement, on n'y croirait pas, mais ça fait partie aussi des choses qui sont très importantes dans le travail et du coup, du point de vue RSE. Et après, par exemple, dans l'événementiel, ça peut passer par différentes choses. Avoir des partenaires qui ont une valeur engagée, mais aussi que ce soit pas justement du greenwashing. Donc en fait, c'est aussi bien connaître ses partenaires pour ensuite accepter de travailler ou non avec eux. Et après, par exemple, un exemple tout bête, les éco-cups. Après aussi, tout ce qui est au niveau des sons, de la sono. Donc ici, c'est pas mal d'en parler en plus. Est-ce que nous sommes RSE au niveau de la sono ? Parce qu'en fait, par exemple, on peut avoir des batteries rechargeables avec l'énergie solaire. Et en fait, rien que ça sur un événement, c'est génial parce que du coup, on a juste... en plus, on est à Nice. Donc, on a du soleil toute l'année. Normalement, on a très peu de jours de pluie. Normalement, ça va. Ça devrait aller. Donc, généralement, après, il y aura toujours du matériel de secours. Mais ça fait partie, en fait, des toutes petites choses qui, empilées, apportent à ton événement une vraie valeur. Et justement, qu'on ne part pas juste sur des valeurs, un discours sans fondement, finalement, quoi. J'ai l'impression que, du coup, ça amène aussi beaucoup à revoir des choses qui seraient presque... sur lesquels on ne ferait pas forcément attention. Tu parles des batteries qui se rechargent. En fait, est-ce que ça demande quand même des fois triturer un petit peu l'esprit pour aller grappiller là où on peut à la moindre petite batterie pour pousser l'engagement et le côté écologique jusqu'au bout. Et du coup, d'un événement à organiser qui déjà est complexe en lui-même, puisqu'on le sait, c'est énormément de travail. En fait, t'acceptes de te rajouter certaines contraintes, une certaine charge de travail, de recherche pour faire... l'événement le plus engagé possible, en tout cas même gratter 10% d'engagement par rapport à ton événement de base, ça amène quand même beaucoup de réflexion du coup de vouloir s'engager au quotidien. Je pense que ça c'est au début, parce qu'après au final, moi déjà je trouve ça super intéressant d'aller chercher toutes ces choses-là, toutes les petites alternatives plus responsables, plus écologiques, mais en fait après je pense qu'à partir du moment où du coup
on a une marque, par exemple, de sono à batterie rechargeable à énergie solaire, pour l'événement suivant, on aura déjà le contact, on aura déjà... Donc en fait, au final, oui, je pense que c'est au début, et après, évidemment, vu la technologie, comment ça avance, donc oui, il faut suivre, mais je pense qu'en fait, tu t'entoures dès le début des bons partenaires, des bons et tu sais que ce partenaires, sera et durable. après ça ira, quoi. Ok. C'est comme chercher finalement une sono basique, Oui. on va aller la chercher, donc autant aller la chercher, mais directement plus verte, quoi. Ok, bon, c'est chouette parce qu'au moins ça enlève un peu le côté compliqué de la RSE, de l'écologie. Ça fait sauter un peu les barrières. C'est vrai qu'on a beaucoup ce truc de se dire c'est compliqué, C'est si on cher. veut vraiment bien faire, c'est plus cher, ça prend plus de temps, c'est moins facile à trouver. Donc c'est chouette, t'en parles. Faut juste se donner les moyens, et il y a pas de... Faut pas trop caricaturer. Moi, je pense que finalement, souvent, c'est juste des bonnes excuses pour ne pas faire, quoi. Ok, Ouais. c'est très intéressant. En parlant de ça, tu nous as amené le mot greenwashing. Je pense qu'on peut en parler, c'est approprié. Donc on parle de greenwashing, de social washing. J'ai vraiment ce sentiment que c'est un terme, c'est un concept que tout le monde a très bien intégré, que tout le monde a en tête, que tout le monde veut éviter le plus possible. C'est vraiment une crainte qu'on a de pas tomber dedans. On sait à peu près comment faire pour pas y aller, mais finalement on n'a pas tous les codes, et il y a énormément d'entreprises qui pensaient bien faire et qui finalement se retrouvent accusé de greenwashing ou de social washing. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est une crainte? Est-ce que tu penses que dès la création de l'entreprise, on parlait tout à l'heure d'une parité, d'une égalité totale entre ton collaborateur, ton associé et toi, est-ce que tu penses que tu es déjà relativement bien armé pour ça? Ou est-ce que, voilà, comment est-ce que tu vois cette espèce de grand truc dans lequel il ne faut pas aller, mais en même temps, la limite est très fine? En fait, je pense que déjà aussi, il y a beaucoup de climato-sceptiques. Et il y a toujours des gens qui seront là de toute façon pour critiquer, pour aller chercher la petite bête. Donc en fait, je pense qu'il faut faire abstraction de ça. Et après, on ne peut pas non plus être parfait. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le greenwashing, c'est juste un discours sans les actes derrière. Mais en fait, vraiment, moi, voilà, j'ai cette valeur écologique, je fais mes études dedans. Enfin, vraiment, j'ai cette valeur-là. Mais après, par exemple, des fois, je ne vais pas réussir à trouver d'alternatives ou en trouver une, mais qui n'est pas encore totalement propre. Mais en fait, c'est le côté d'être déjà dans une démarche d'agir, de vouloir agir et de faire son maximum. Après, voilà, encore une fois, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention avec qui on travaille. Il faut essayer d'aller chercher plus loin que les paroles, finalement, que ce soit des entreprises ou peu importe, des marques. Parce que, voilà, on peut vite tomber dans le greenwashing. Et aussi, des fois, on va te dire greenwashing, alors qu'en fait, est-ce que tu sais ce que je fais derrière? Est-ce que Oui. tu... Voilà, donc en fait, je pense qu'il faut vraiment amener aussi cette valeur de transparence, en fait, avec le public ou les autres entreprises, en tout cas avec les personnes avec qui on travaille. Comme ça, voilà, je peux vous prouver par A plus B que je ne suis pas dans cette démarche de greenwashing, ou au contraire, certaines personnes, on peut justement les avoir en mode, bah alors, qu'est-ce que Oui, vous oui, faites? rien ne suit derrière. C'est Et très joli, hein, mais... c'est ça. Et puis peut-être que d'amener cette transparence, je fais un peu le parallèle avec en tant qu'individu, en tant qu'être humain, on a beau s'engager, on pourra jamais s'engager sur tout. On trouvera toujours un moyen d'être pointé du doigt par Bien sûr. ceux qui font un peu plus ou ceux qui font différemment. Et finalement, est-ce que dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat, c'est pas aussi ça? C'est de dire je fais de mon mieux, je fais avec les outils que j'ai, je fais avec aussi, comme tu disais, les technologies qui existent, les produits qui existent, puisque même si on regarde il y a 5 ou 10 ans en arrière, on avait beau avoir envie de faire de l'écologie, de la RSE, on n'avait pas encore tout ce qui existe. Donc je pense que de plus en plus, ça va être accessible et ça va être facile de le faire. Mais oui, de dire je fais, sauf qu'à un moment donné, peut-être que là, j'y arrive pas parce que j'ai pas trouvé les partenaires, parce que ça reste un business, donc ça demande peut-être trop d'investissement par rapport à ce que je peux récupérer derrière. Enfin, cette espèce de jauge qu'on aurait et qui serait beaucoup plus juste que d'accuser tout de suite de greenwashing. Il y en a évidemment qui le font, il y a énormément d'entreprises qui font du greenwashing et c'est acté. Et je pense qu'il y a cette balance aussi entre à quel point je fais du mal à la planète, à quel point je fais du bien. Cette balance un peu des deux. Et après, on a aussi le social washing, du coup. Oui. C'est aussi un gros sujet.
On sait qu'il y a énormément de... La plupart, je pense, maintenant, des jeunes qui vont entrer sur le marché de l'emploi vont chercher des entreprises avec des fortes valeurs, avec des vraies promesses. On en connaît tous autour de nous qui ont pensé rentrer dans une entreprise qui était absolument super géniale sur plein de points et qui finalement se sont retrouvés très déçus. Vous, aujourd'hui, vous êtes deux. Donc on parlait de la parité qui est déjà un énorme engagement RSE. Donc comment tu envisages le futur avec des collaborateurs au niveau du social washing, on va dire? Alors en fait, ça, je pense que là, c'est vrai que c'est pas du tout dans nos projets pour en tout cas les prochaines années. Mais par exemple, je sais que voilà, quand on parle d'une entreprise très RSE, très engagée, il faut par exemple qu'il y ait 20% de personnes qui soient handicapées. Ça, c'est vraiment une base. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que finalement, il y a certaines entreprises qui veulent tellement bien se montrer et avoir une bonne démarche que finalement, ils vont prendre une personne parce qu'elle est handicapée et pas pour la personne elle-même. Moi, je le sais, je suis handicapée, je suis considérée comme travailleuse handicapée, mais je ne vais pas le dire comme ça, je suis prise pour moi, ce que je suis. Donc voilà, après, il faut vraiment faire attention à tout ça, c'est de pas enlever l'humain et d'être trop aussi dans cette démarche. Donc, faut vraiment, voilà, c'est un équilibre. Et je trouve qu'aussi, il faut pas... Il y a aussi cette notion de culpabilisation qui est très souvent faite. Comme par exemple, moi, on me le dit tout le temps, « Ah, mais t'es écolo, mais t'as une voiture. » Oui, j'ai une voiture. La fameuse... oui, la culpabilisation, mais toujours, et la critique, la culpabilisation, l'humain est vraiment très très fort pour ça. Alors qu'en fait, il faudrait juste être dans une sorte de bienveillance, d'amener les gens, t'es bien, t'es végétarienne, mais tu utilises ta voiture. Bon, essaye de pas l'utiliser tout le temps, mais t'en as besoin pour monter à la montagne, monte. De féliciter les actions plutôt que de pointer du doigt les non-actions. Et ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Et puis voilà, nous, c'est vrai que c'est compliqué en tant que personne parce que, ok, on va faire notre tri, on va faire nos produits maison, on va essayer de moins acheter transformé, on va acheter local. Il y a vraiment plein de choses que nous, en tant qu'individus, on peut faire. Mais c'est aussi aux entreprises et au gouvernement d'agir. Parce que comment on peut demander, par exemple, à une famille qui a des revenus moyens d'acheter plus bio, plus local. Alors des fois, c'est beaucoup plus cher. Donc vraiment, c'est très compliqué de demander à ces familles-là d'agir, alors qu'en fait, on leur donne finalement pas les moyens. On leur donne juste il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. On donne des directives, des grandes lignes à suivre, mais finalement, oui, derrière, il n'y a pas forcément les actions qui sont possibles à faire. Et oui, sur ça, c'est forcément une responsabilité des entreprises. Et c'est pour ça que c'est chouette de t'avoir avec nous pour parler de tout ça et de voir comment vous arrivez à faire le lien avec un engagement, que ce soit dans l'art, dans l'événementiel. Enfin, c'est des choses dont on a besoin et on a besoin que ça touche tous les niveaux. Bien évidemment, il y a des sujets qui sont plus importants et plus primordiaux que d'autres, des entreprises qui permettent aux gens de se nourrir, qui permettent aux gens de se déplacer, qui permettent... ça, c'est les premiers à devoir agir, mais d'avoir ces petits à côté sympas ou de se dire ah super, je vais dans un événement qui est engagé, ça vient compléter des actions ou ça vient peut-être même mettre un peu le pied à l'étrier à certains. Je sais pas si du coup dans les événements que tu organises, des fois tu arrives à avoir des retours des participants. Est-ce qu'ils sont forcément tous sensibilisés et engagés ou est-ce que tu te rends compte qu'il y en a qui ne le sont pas du tout, qui viennent, il y a je sais pas, peut-être un petit déclic, enfin ton retour au niveau des événements que tu organises Moi, c'est vrai que les événements que j'ai organisés, il y a toujours eu une super grande bienveillance envers que ce soit les artistes, que ce soit l'ambiance générale. Et c'est vrai qu'il y avait du coup les personnes qui me faisaient un clin d'œil en mode « Ah, je sais pourquoi t'as fait ça, et du coup c'est écolo, c'est machin ». Et sinon, il y a aussi les éco-curieux, je les appelais. Okay. C'est vraiment des personnes qui... pour moi, c'est vraiment les personnes qui... Parce qu'au bout d'un moment, j'avais créé une sorte de petit fascicule en noir et blanc. Okay. Noir et blanc, moins de couleurs, voilà. Et mais pourquoi ? Et pourquoi t'avais ça ? Et pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que ça a quelle empreinte l'impression, okay. les couleurs et tout de l'imprimante. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et en fait, c'est vrai que du coup, ils sont en mode, mais c'est... on peut faire des petits trucs comme ça et c'est un petit geste pour la planète. Oui.
On n'a pas besoin de changer le monde en tant que nous, individus, c'est très compliqué. Oui. Donc oui, en faisant juste des petites choses, ça ramène... voilà, c'est... de toute façon, la transition écologique va se faire tous ensemble. On ne peut pas demander à un secteur ou à une personne ou juste à la population d'agir. Non, c'est tous ensemble qu'il faut aller vers quelque chose de plus propre et plus durable. Et surtout aussi, on dit faut sauver la planète, alors qu'en fait, pas du tout, la planète s'en remettra. C'est juste nous qui ne serons plus là pour le voir. Faut sauver, donc au final, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites les gens pourquoi vous n'agissez pas? Enfin, je sais pas, pensez à vos enfants, aux petits-enfants. C'est ça, faut se sauver nous-mêmes et pas le faire pour... c'est vrai qu'après, la planète, ça paraît un peu lointain, du coup. Ouais. Donc c'est peut-être ça aussi qui ne pousse pas les gens à s'engager, à faire quelque chose, c'est que ça paraît tellement lointain. On se dit la planète, mais c'est un concept qu'on connaît depuis qu'on est petit, qu'on a intégré, mais oui, ça nos se parents, nos matérialise pas arrière-grands-parents. vraiment. C'est ça se matérialise difficilement, différemment. Donc quand on t'entend parler, on se rend compte qu'avoir une entreprise, c'est déjà énormément de challenges, énormément de choses à gérer, de problématiques auxquelles tu dois faire face parfois, même au quotidien, j'ai envie de dire. Pour toi, c'est quoi le plus important? Là, on repart un peu dans la phase, dans la partie entrepreneuriat. Pour toi, c'est quoi le plus important dans le fait de gérer une agence? Qu'est-ce que tu mettrais vraiment comme le point primordial de ton métier et qui, presque, j'ai envie de dire, te préoccupe le plus? Côté passionnel. C'est vraiment, moi je veux que les personnes qui travaillent avec moi, elles soient contentes de se lever le matin, de me voir pour organiser quelque chose. Parce que, c'est vrai que notre métier est un peu plus... C'est vrai que notre métier est aujourd'hui beaucoup plus pris au sérieux. Mais avant, c'était « Ah, mais Alice, tu fais quoi? Tu apprends à faire la fête ?» Alors non. Ça fait partie exactement résumé. Les études, on fait la fête, mais c'est loin d'être que ça. Mais non, je pense que c'est juste le côté passion où on fait un métier donc qui est déjà quand même très cool parce qu'on nous demande d'être créatif. Viens, tu t'amuses et tu crées. Trop chouette. Ce qui est quand même génial de vivre d'une passion, et en tout cas si c'est une passion, c'est génial d'en vivre. C'est ça, et puis on travaille avec des artistes, donc c'est super enrichissant, on va collaborer avec des personnes, donc c'est très humain, et moi c'est vraiment le côté, si dans mon entreprise il y a des personnes passionnées, ça veut dire qu'ils vont être bien dans leur travail, et donc du coup on va faire encore plus de choses et des plus belles choses, en tout cas, c'est ce que je pense. Pour clôturer un petit peu, pour clôturer ce podcast et permettre aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent de trouver leur voie dans l'entrepreneuriat, ou alors de finalement se lancer pour de bon, mettre vraiment le pied à l'étrier et se dire ok, en fait c'est bon, c'est pour moi, ou ceux qui se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat et qui ont envie d'amener une touche RSE parce que finalement ils se rendent compte que c'est pas si insurmontable que ça, ce serait quoi un peu ton conseil, ou un truc que tu aurais aimé qu'on te dise, ou un truc qu'on t'a dit qui a changé radicalement quelque chose, le petit tips Alors moi, c'est vrai qu'il y a que mes très bonnes amies qui m'ont dit « Allez, lance-toi ». Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est tant qu'après, on a un toit et de la nourriture, franchement, on n'a rien à perdre, en fait. C'est faut se lancer, faut se faire confiance, faut vraiment, en fait, apprendre tout ce qu'il y a à savoir. Et vraiment, d'un point de vue RSE, en fait, c'est... chaque petit pas est important. Donc, en fait, il faut juste se faire confiance et se lancer et faire, en fait, ce qu'on aime. Parce que tout de suite, tout sera beaucoup plus... C'est très utopique, ce que je dis, mais vraiment, moi, je le vis et j'adore ce que je fais. Après, il y aura des moments où on va se tromper, on va galérer, on aura des non, on aura vraiment des... Je dis pas que tous les soirs, je fais la fête et je trouve que créer une entreprise, c'est génial. Mais c'est quand il y a des moments de down, c'est pas grave, ça arrive. Finalement, c'est un petit peu pareil que dans le schéma de salariat. C'est juste que quand tu fermes la porte du bureau et que tu es salarié, tu oublies un petit peu les problèmes, mais finalement tu te heurtes aussi au quotidien à des non, tu te heurtes à des soucis de gestion, tu te heurtes à des collaborateurs. C'est un peu la même chose, c'est juste qu'au moins en entrepreneuriat tu le fais pour toi, tu le fais pour ce que t'aimes et c'est toi qui décides, entre guillemets. On peut faire un peu ce qu'on veut et ça c'est vraiment chouette. C'est vrai, tu ressens ce truc-là de pouvoir, d'être libre en fait, de gérer. Si je veux faire un événement, je sais pas, sur une bouée dans la Méditerranée, il n'y a pas de souci.
D'ailleurs, en parlant d'événements, qu'est-ce que vous organisez? Est-ce que tu peux nous parler des 2-3 derniers événements que tu as pu organiser et puis ceux qui vont venir? Ce serait chouette de Absolument. savoir où on peut te retrouver. Et pour ceux qui ont envie de faire des événements et des concerts, des formes d'art engagées, où est-ce que je vais sûrement venir. Donc, Mais avec je veux grand bien connaître les plaisir. adresses. Alors en fait, on a lancé le concept, c'est notre premier concept, les apéros artistiques, tout simplement des artistes, de la bonne musique, des gens qui viennent souvent et ça danse en fait. Je sais pas si c'est la fin de soirée ou si c'est l'ambiance qui fait ça, mais en tout cas on s'amuse bien. Un peu des deux. Un peu des deux, exactement. Donc voilà, on avait aussi une photographe. Donc voilà, c'est une sorte d'afterwork en fait, mais amélioré au lieu de juste être avec ses amis et de boire un verre. Bah là, il y a des musiciens. Il y avait aussi une photographe argentine qui venait exposer ses photos. Et nous, c'est vrai que les artistes que l'on a, on a créé un petit groupe. Ça, c'est une chouette histoire. 2 artistes musiciens qui sont venus à un de mes événements et je leur ai fait rencontrer mon amie qui est chanteuse. Maintenant, ils sont un groupe très latino et c'est magnifique. Ouais, et c'est ça qui est vraiment super bien dans ce métier. C'est que voilà, tout est un peu possible et c'est de la bienveillance. Après, il y a des petits requins aussi, mais c'est la bienveillance. Forcément, ça c'est Faut pas se laisser inévitable. avoir. Mais il faut effectivement, il faut réussir à passer au-dessus. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment. C'était très chouette d'en apprendre plus déjà sur toi et de comprendre un peu comment ça se matérialise l'aspect RSE. Donc merci beaucoup pour Merci ce à moment. toi. On a une petite question bonus qui fait pas peur. Non, notre question bonus, donc comme tu le sais, on est ici pour le projet ETV ou ETV, on n'a pas encore tout à fait décidé. À l'américaine ou à la française. Voilà, on est très patriote, mais on se dit que peut-être ETV, ça claque. Donc voilà, on est là pour ce projet-là. C'est un projet donc d'école. Finalement, on est un peu dans un parcours qui te ressemble. On a monté ce projet-là parce qu'on a envie à un moment donné de mettre en lumière ceux qui contribuent à améliorer le monde de demain. Peu importe le domaine, on a des grandes thématiques. On a de l'entrepreneuriat, on a de l'écologie, on a du social, on a aussi de l'innovation et de la technologie. Et donc, l'idée à chaque fin de podcast, c'est d'avoir un peu le ressenti de l'invité pour savoir ce que tu penses de cette initiative. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps, qui est à sa place, voilà, un peu avoir ton retour. On a un peu parlé en off, tu connais Sabrina qui est derrière la caméra, qui a sûrement dû t'en parler, tu as vu toute l'équipe. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin pour nous les itivistes ou la e-team. Voilà. La e-team, c'est pas mal. Sur ça, on a acté, c'est la e-team. C'est Ok. bon. Et ben moi je trouve ça vraiment très chouette parce que j'ai dit chouette beaucoup trop de fois, mais c'est parce que c'est un très chouette moment. Parce que c'est chouette. Donc oui, moi je trouve ça vraiment bien en fait de voir les jeunes. Ça fait très vieille de dire ça. Non, mais de voir des étudiants et en fait de voir qu'aussi les études ça amène nous notre génération, parce que c'est nous qui allons être qui sommes déjà en fait dans la société maintenant. Et ça fait plaisir en fait de voir que ça se fait. C'est plus comme avant où l'écologie c'était un concept très flou et oh non, mais c'est n'importe quoi, tout va bien, vivons la vie tranquille. Donc en fait non, ça fait vraiment très très plaisir de voir ça. Et c'est vrai que moi qui fais mes cours, voilà, là on peut dire qu'on est un peu sur une éco-déprime. Du coup voilà, c'est vrai que ça redonne un peu d'espoir et se dire que voilà, des fois après des longues journées à apprendre tout plein de choses au niveau de l'écologie et de la RSE qui se passent mal, voir des projets comme ça et voir que voilà, il y a de l'engagement, ça fait respirer. C'est réconfortant. Vraiment, c'est réconfortant. C'est une très bonne initiative. J'ai récemment j'ai participé à une fresque du climat à Menton. Ça te parle? Oui, je l'ai fait moi aussi. Je l'ai appris et je vais faire la formation justement pour pouvoir manager la création de ces fresques. Tu l'as fait à Menton aussi ou... Pas du tout. Okay. Non, on l'a fait du coup avec mon école. Ok, trop chouette. Et en fait, pendant cette fresque... Alors bon, déjà, moi, j'étais un peu surprise de me rendre compte que j'étais la seule qui avait moins de 35 ans. Ah ouais. C'était essentiellement des gens qui étaient très... qui avaient vraiment un gros pied dans la vie active et le doyen avait plus d'une 60aine d'années. Et il y avait énormément ce truc de déprime vis-à-vis des actions, l'impression que ça bouge pas assez. Et c'est vrai que... Là, on est tous réunis, on est 13 personnes qui avançons main dans la main pour créer un projet comme ça. Mais je sais pas si tu le ressens ou si tu l'as ressenti, c'est un peu une question à part, mais
Pardon. Mais C'est bon. Oh putain. Ah, c'est bon. ça va bien. Ma mère en plus. Ah, putain, maman, c'est pas le moment. Non, tais-toi. Sinon, invite-la, Je me on lui saoule. pose une question à la limite. Vaut mieux pas. D'accord. Ouais, c'est un peu une question en off, mais bon, on s'est dit qu'on se permettait quelques digressions. Est-ce que tu l'as ressenti, je sais pas, dans ton parcours ou après pour avoir fait un master, cette transition écologique, forcément, tu étais avec des gens qui te ressemblent et qui ont les mêmes aspirations, les mêmes valeurs. Alors oui, au niveau des valeurs, on se ressemble, mais c'est vrai que voilà, en fait, moi, il y en a dans ma classe, du coup, dans la Green Management School, on est du coup la 2e promo. On est 8 femmes et on est 2 à avoir 20 ans. Donc Ok. les autres, c'est des mamans. Ouais. Et la plus âgée, je crois qu'elle a 54 ans. Ah ouais, donc c'est un truc qui Donc, revient quand même. En fait, d'un coup, elle a travaillé dans une entreprise voilà, très polluante. Ouais. Et voilà, le réveil a été très dur pour elle. Et du coup, elle a décidé d'agir maintenant. Donc vraiment aussi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Mais voilà, après, c'est vrai que quand on entreprend ce genre d'études, moi, mon directeur, quand il m'a fait passer l'entretien, il m'a dit... Voilà, tu vas déprimer. Ça va être une année très compliquée parce qu'on va en apprendre déjà beaucoup plus que ce que la société veut bien nous donner comme information. Donc voilà, c'est très déprimant. Mais après, voilà, il y a tout aussi l'autre côté où il y a les actions, il y a tout ça. Et c'est que je comprends que les gens aient l'impression que qu'ils agissent pas ou qu'il n'y ait pas assez parce qu'en fait, c'est vrai que dans la globalité, au niveau du climat, toutes les actions qu'on fait aujourd'hui, elles auront réellement un impact. On pourra vraiment bien les mesurer dans une 50aine d'années. Donc c'est vrai que comme c'est pas immédiat, ça reste lointain pour les gens et c'est plus compliqué pour eux d'agir. Ouais. Et ça peut être déprimant. Oui, c'est pour ça, je pense que quand tu as passé une vie entière à tenter d'agir et que forcément, soit c'est un déclic qui vient tardivement, quand peut-être on commence à avoir des enfants, à construire quelque chose et on se dit que une fois qu'on n'est pas seul sur cette planète et qu'une fois qu'on meurt, on laisse quand même quelque chose à nos enfants et qu'il faut qu'ils continuent et puis que faut espérer que la Terre soit encore là avec nous encore aussi, habitable pour nous, oui. Exactement, le plus longtemps possible pour les générations futures. Mais ouais, c'est vraiment ce constat-là que j'ai fait. C'est pour ça que je voulais te poser la question, de savoir si toi, au fur et à mesure de tes études, tu as pu constater ça. Et visiblement, oui, il y a vraiment un décalage d'âge et d'engagement. Oui, mais c'est bien et ça fait vraiment aussi du bien c'est la sensation que j'ai eue en rentrant dans cette école, d'être avec des personnes qui avaient vraiment les mêmes valeurs que moi, la même façon de penser. Et en fait, ça nous donne de l'espoir parce que c'est vrai que voilà, quand on fait nos cours à la maison, on est à la maison, on déprime. Ouais. C'est ça, oui, t'es on seule déprime, face mais au final, quand on se voit les jours de présentiel, alors déjà, on échange et surtout, en fait, on va rencontrer des gens qui ont ce genre de démarche et en fait, là, tout de suite, on reprend en mode, mais non, c'est bon. Oui, ok, le constat, il est tel qu'il est. Ouais. Mais voilà, il y a des gens qui... Il y a des actions possibles. Voilà, qui sont plein dans cette transition, justement. Bon, c'est chouette, c'est un bon message d'espoir, si je puis dire, pour la mais fin oui, il faut garder espoir et il faut se lancer. Et la vie est belle. Exactement. Super. Et écoute, je te propose qu'on s'arrête là. Et merci encore pour ce moment passé ensemble. C'était très agréable. Je ouvre le bal des podcasts. Donc, c'était très chouette. On va rester sur le mot chouette. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi.